Monsieur Pierre Jacob, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner de vos recherches, vos ateliers de recherche dans le cadre de notre programme, un programme de la Maison de Sciences de Londres qui vise, donc, comme je vous l'ai expliqué juste avant, la constitution des archives audiovisuelles numériques, de la recherche en sciences humaines et sociales de manière large. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner donc, dans ces cadres. Permettez-moi de vous présenter très brièvement, trop brièvement certainement. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez à l'Institut Jean Nicot. Vous avez travaillé à l'Institut des sciences cognitives de Lyon, dirigé par Marc Chanero. Et vous êtes actuellement encore président de la Société européenne de la philosophie et de la psychologie. Vos domaines de recherche, de manière très large, sont la philosophie de l'esprit au sens de mind, philosophy of mind, et du langage. Au début, vous avez commencé à travailler au début de votre carrière intellectuelle et scientifique sur la philosophie générale des sciences, en vous spécialisant après davantage vers les questions de la philosophie du langage. Et depuis maintenant, je pense, 10, 12, 13 ans à peu près, vous travaillez plus particulièrement sur cette jonction, dans cette jonction philosophie de l'esprit, philosophy of mind, et sciences cognitives. Et vous êtes surtout préoccupé de la question de la naturalisation du contenu de représentation mentale. C'est donc avant tout c'est le paradigme de la naturalisation qui est le plus important à souligner, je pense, pour vos recherches. Permettez-moi, je ne vais pas rentrer plus en détail, sinon je vais peut-être dire des bêtises, donc je vais arrêter là. Permettez-moi de citer 3 monographies que vous avez publiées. Une première monographie en 1980, chez Gallimard, qui porte comme titre De Vienne à Cambridge, l'héritage du positivisme logique. Vienne et Cambridge sont 2 lieux mythiques pour la philosophie analytique en général. Et donc je suppose que nous pouvons parler non seulement de cet ouvrage, mais du contenu de cet ouvrage, évidemment, un peu plus tard, parce que c'est un point vraiment très important. Dans la même année, en 1981 aussi, vous avez publié aux éditions de Minuit un ouvrage qui était consacré plus particulièrement à l'empirisme logique, d'ailleurs qui porte comme titre l'empirisme logique. Et permettez-moi encore de citer, donc, de mentionner une 3e référence monographique, de 1997, qui est apparue au début à Cambridge University Press, What Minds Can Do. Et cet ouvrage a été traduit et publié dans la même année aux éditions Odile Jacob sous le titre Pourquoi les choses ont-elles un sens. Et je pense aussi que là, nous allons pouvoir parler plus longuement pendant notre entretien. Si vous êtes d'accord, vous aurez la gentillesse, s'il vous plaît, de commencer à nous tracer déjà notre parcours intellectuel et scientifique avant de parler plus particulièrement de différents points de recherche. Bien sûr. Merci. D'abord, merci Peter de m'avoir invité à répondre à toutes ces questions. Alors, c'est vrai, brièvement, je suis un produit de l'éducation française des années 60. J'ai donc étudié la philosophie ici, en France, à Paris, dans les années 68, 69, 70. J'étais étudiant en 68, donc j'avais à peu près 19 ans à ce moment-là. J'ai participé, comme beaucoup de gens, à ce mouvement étudiant. Et j'étudiais la philosophie, donc, qui était en France, à l'époque, essentiellement l'étude de l'histoire de la philosophie. Et puis, j'étais élève de l'école normale de Saint-Cloud. Et puis, en 1973, à l'automne 73, grâce à une bourse de la fondation Thyssen, qui était une fondation, la fondation Harkness, je suis parti aux États-Unis et je suis allé au département d'histoire des sciences de l'université de Harvard. Et je vais vous dire en 2 mots pourquoi j'étais dans le département d'histoire des sciences et pas dans le département de philosophie.
où je suis resté donc jusqu'en 1978, pendant 5 années. J'ai vécu pendant 5 années là-bas, jusqu'à ce que j'obtienne donc un doctorat, un PhD aux États-Unis. Je suis rentré en France en 1978. Alors, j'étais dans un département d'histoire des sciences parce que j'avais compris que le type de philosophie qui était enseigné aux États-Unis, et d'ailleurs en Grande-Bretagne, était la philosophie qu'on appelle la philosophie analytique, et que je n'étais pas du tout préparé à cette philosophie par l'enseignement que j'avais reçu en France, qui était essentiellement un enseignement historique, où on n'enseignait quasiment pas la philosophie analytique. Et disons que j'avais passé l'agrégation, donc j'étais déjà en quelque sorte prêt à l'enseignement secondaire, disons, et j'ai essayé de lire par moi-même des contributions qui étaient considérées comme des contributions éminentes et déterminantes et décisives de la philosophie analytique, qui étaient des contributions de Gottlob Frege, le logicien au tournant du siècle, et de Bertrand Russell, et en particulier un article considéré comme un article absolument classique de Bertrand Russell qui s'appelle On Denoting, sur la dénotation, dans lequel Russell expose sa théorie des descriptions définies. Et comme je n'avais strictement rien compris à ce que contenaient ces deux articles, je me disais que j'appréhendais énormément de rencontrer cette philosophie dans un département de philosophie américain, alors que ma formation historique me conduisait à m'intéresser, disons, au rapport entre la philosophie et les sciences, en particulier la mécanique, à l'époque classique, au XVIIe siècle, disons, entre Galilée et Newton en Europe. Et donc, ce genre d'études historiques se menait dans un département d'histoire des sciences à Harvard, plutôt que dans le département de philosophie. Mais rapidement, en débarquant aux États-Unis, donc à l'automne 73, je me suis rendu aussi dans le département de philosophie, et j'ai découvert que c'était, au fond, j'étais beaucoup plus intéressé par la philosophie, cette philosophie analytique, que par une formation d'historien des sciences, étant donné que la formation d'un historien professionnel des sciences aux États-Unis, en tout cas à cette époque, c'était soit de se spécialiser dans la biographie intellectuelle d'un grand savant particulier, ou de devenir, disons, un expert dans l'édition d'ouvrages difficilement accessibles, soit parce que la langue est difficile, et disons, d'éditer des manuscrits. Et ni l'idée de devenir le biographe d'un savant, d'un grand savant, ni l'idée de devenir éditeur de manuscrits rares véritablement me séduisait beaucoup. En revanche, j'ai découvert avec énormément de satisfaction la philosophie analytique, la philosophie des sciences, la philosophie du langage, la philosophie de l'esprit, philosophie of mind. En particulier, à l'époque, dans le département de philosophie de Harvard, il y avait de très grands philosophes, dont l'un vient de mourir, c'est John Rawls, qui est mort, dont on a appris hier la mort à l'âge de 82 ans. Sa mort a été donc rapportée, il y a un grand article dans Le Monde en date d'aujourd'hui. Donc John Rawls, c'est le grand philosophe politique, moral et politique, qui est l'auteur du grand livre A Theory of Justice. Alors je n'ai pas vraiment suivi les cours de John Rawls, qui était professeur à Harvard quand j'étais étudiant. Son livre date de 1971, donc il avait déjà publié A Theory of Justice, parce que je n'étais pas moi-même, disons, ce n'était pas le sujet sur lequel je voulais consacrer mon apprentissage et mon effort, la philosophie morale et la philosophie politique. Dans un domaine voisin, il y avait également Robert Nozick, qui est mort également en janvier, très jeune, enfin qui est mort à l'âge de 60 ans à peu près, et qui était également un philosophe très important. Quine, Willard von Orman Quine, qui est mort, je crois, en 2000, très âgé, était encore professeur quand j'étais là. Il a cessé d'enseigner en 1977, alors que moi j'étais étudiant. Nelson Goodman, qui est mort aussi, c'est triste à dire, mais qui est mort il y a environ 5 ans, était encore professeur également dans ce département. Voilà, deux noms vraiment fondamentaux de la philosophie, disons, nord-américaine, disons des années 50 jusqu'aux années 80. Il y avait, pour moi en particulier, Hilary Putnam, qui est devenu le professeur principal. Mon professeur principal, c'est la personne qui m'a, je dirais, principalement formé dans ce domaine de la philosophie analytique.
dont je suivais vraiment beaucoup les cours et les activités, et avec qui, au fond, qui a été l'un des principaux lecteurs de ma thèse et une des principales personnes avec laquelle j'ai interagi quand j'ai écrit ma thèse, qui est une version préliminaire de ce petit livre que vous avez mentionné, qui est l'empirisme logique, ses antécédents et ses critiques, et qui est une discussion partiellement historique et partiellement analytique, conceptuelle, disons, de l'avènement, de la montée de l'empirisme logique et du positivisme logique dans les années, entre les années 20 et 30 de ce siècle, et puis les critiques qui ont été, les critiques systématiques détaillées par des philosophes des sciences qui ont été dirigés contre l'empirisme logique, d'ailleurs, dont à partir de Quine, puis, disons, des philosophes qui ont été influencés par Quine à partir des années 60, dont Quine lui-même, dont Goodman, et dont Putnam, évidemment, et d'autres. Et puis c'est aussi quand je finissais ma thèse et mon séjour nord-américain à Harvard que j'ai mis ensemble cette anthologie à laquelle vous avez fait allusion, qui a été publiée sous le titre de Vienne à Cambridge, à la même année que l'empirisme logique. Et donc c'était un effort à la fois, disons, un peu historique et conceptuel pour réfléchir à des grandes questions fondamentales de la philosophie générale des sciences, c'est-à-dire des questions comme la différence entre la théorie et l'observation. Est-ce que la différence entre la théorie et l'observation peut être codifiée, cette distinction peut-elle être codifiée d'un point de vue linguistique? Est-ce qu'il y a vraiment, disons, des différences dans le vocabulaire entre les termes qui servent à désigner des entités ou des propriétés observables et des termes qui servent à désigner des entités et des propriétés inobservables des choses, etc. Comme, disons, les fameux problèmes de la confirmation. Quand est-ce qu'on considère que des preuves ou des données d'observation peuvent servir à confirmer une hypothèse ou une théorie? Comme la fameuse distinction qui a été véritablement l'objet de la réflexion de Quine et la critique fondamentale adressée par Quine à Carnap et aux philosophes du cercle de Vienne, aux partisans de l'empirisme logique, la distinction entre les propositions analytiques et les propositions synthétiques. Toutes ces questions-là, qui sont des questions très importantes de la philosophie des sciences, donc, sont des questions autour desquelles tournait à la fois ce livre, l'empirisme logique, et l'ensemble des textes que j'ai traduits et présentés sous le titre de Vienne à Cambridge. Et d'ailleurs, Cambridge, au fond, Cambridge est à la fois le nom de Cambridge, Mass, évidemment, en Amérique, aux États-Unis, où est l'université de Harvard, et que j'ai découvert moi-même donc en y séjournant pour y étudier entre 73 et 78. Mais c'est aussi Cambridge, Angleterre, et donc il y a dans le titre une sorte d'ambiguïté entre Cambridge, Mass et Cambridge, Angleterre, dans la mesure où, en fait, j'aurais pu pas, d'une certaine manière, l'histoire que je voulais raconter commence à Cambridge, Angleterre, aussi en Allemagne, à Jena avec Frege, mais à Cambridge, Angleterre avec Russell et Whitehead et Wittgenstein, évidemment, puis Vienne, où les membres du cercle de Vienne deviennent, en quelque sorte, reprennent le programme philosophique lancé par Wittgenstein et Russell, et puis ces gens, sous le coup de l'Anschluss et de la montée du nazisme en Europe centrale, en Allemagne, en Autriche et en Europe, émigrent pour la plupart dans des pays anglophones, beaucoup aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, etc. Et donc c'est vrai que, disons, je pense que ma formation professionnelle commence vraiment aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ayant étudié la philosophie française, l'histoire de la philosophie, au fond, j'ai trouvé vraiment le sujet sur lequel je voulais consacrer mon effort, non pas tant dans l'histoire des sciences, l'histoire de la philosophie, mais dans des questions de philosophie des sciences, à travers la philosophie analytique. Et puis je suis rentré en France, et progressivement mon intérêt pour la philosophie de l'esprit, pour les sciences cognitives, pour une sorte de va-et-vient entre des questions fondamentales, à mon avis, que pose la philosophie de l'esprit et l'examen de données expérimentales qui viennent de la recherche empirique des sciences cognitives est devenue progressivement de plus en plus importante pour moi à partir, disons, des années 90-95. Vous avez fait référence à un livre paru en 97 en anglais et en français,
Et donc ce livre-là, effectivement, c'est vraiment un livre de philosophie de l'esprit, c'est pas un livre de philosophie des sciences générales, ça n'est pas non plus vraiment un livre de philosophie du langage à proprement parler, encore c'est vraiment un livre de philosophie de l'esprit, ou de philosophy of mind. Dans une certaine mesure, la philosophie de l'esprit peut être considérée comme consacrée à des questions fondamentales, des questions philosophiques fondamentales soulevées par la recherche dans les sciences cognitives, puisque par exemple, au fond, les sciences cognitives essayent de comprendre, et en particulier les neurosciences cognitives essayent de comprendre comment des organismes ayant un cerveau, un système nerveux central, produisent, disons, des représentations dans différents domaines, que ce soit dans les domaines sensoriels, dans le domaine de la vision, dans le domaine de l'ouïe, de l'audition, dans le domaine olfactif, etc., ou, disons, des représentations conceptuelles qui servent à raisonner, puis des représentations mentales qui sont impliquées dans la compréhension et la production de phrases, du langage, pour communiquer. Donc la notion de représentation mentale dans tous ces secteurs des sciences cognitives est un terme, un concept absolument crucial. Il semble que on ne puisse pas véritablement se lancer dans une démarche expérimentale en sciences cognitives en faisant l'économie de cette notion de représentation. Donc, la philosophie de l'esprit se pose des questions philosophiques fondamentales qui sont soulevées par le développement des sciences cognitives lorsque, par exemple, la philosophie de l'esprit s'interroge sur l'ontologie des représentations, sur la question de savoir ce qu'est une représentation. Et nous y reviendrons peut-être tout à l'heure, mais disons que quelqu'un qui, sur le plan, disons, ontologique, essaye de souscrire à une conception moniste, physicaliste ou matérialiste, en vertu de laquelle, disons, les seules choses qui existent dans l'univers sont des choses qui ont des propriétés physiques. C'est-à-dire que, disons, l'idée du monisme physicaliste, c'est l'idée que il n'existe pas d'entité qui n'ait pas de propriété physique. Ça ne veut pas dire que une entité qui a des propriétés physiques ne peut pas aussi avoir des propriétés chimiques ou des propriétés biologiques ou des propriétés psychologiques, mais que, contrairement par exemple à ce qu'affirme un philosophe comme Descartes, qui est un partisan du dualisme ontologique, qui est un partisan, disons, de la séparation entre l'esprit et la matière, eh bien, un partisan du monisme physicaliste nie qu'il puisse exister quelque chose comme des idées, comme des pensées, qui soient précisément des entités qui ne possèdent pas de propriétés physiques. Un dualiste comme Descartes soutient précisément que la pensée, les idées sont des choses, des entités auxquelles il accorde une place dans l'ontologie, mais ce sont des choses dépourvues de propriétés physiques. Au contraire, un partisan du monisme physicaliste pense que pour qu'une chose soit reconnue dans l'ontologie, elle doit avoir des propriétés physiques. Et donc, lorsqu'on s'interroge sur la nature ontologique d'une représentation, des représentations, on s'aperçoit que, par exemple, à la différence d'états physiologiques importants quand on s'interroge, quand on étudie, par exemple, le système respiratoire, le système cardiovasculaire, le système digestif d'un animal ou d'un être humain, si on veut assimiler les représentations à des structures physiques, et dire qu'une représentation, c'est par exemple un état neurophysiologique d'un individu, que c'est un état cérébral de l'individu, à la différence des autres états physiologiques, par exemple des états digestifs, des états respiratoires, des états, disons, du système cardiovasculaire, un état neurophysiologique ne mérite d'être appelé une représentation que si cette partie, il a un contenu. C'est-à-dire qu'à la différence des autres états physiologiques qui sont impliqués dans toutes sortes de processus biologiques très importants, une représentation est sans doute un état, pour un physicaliste, c'est un état ayant des propriétés physiques, donc disons un état neurophysiologique interne, mais il doit aussi avoir un contenu. C'est ça qui est caractéristique des représentations. Et donc, une des questions très intéressantes est de comprendre comment on peut expliquer le fait que certains états physiques, certains états cérébraux, certains états neurophysiologiques se trouvent avoir cette capacité de représenter autre chose, de valoir pour autre chose qu'elle, être des représentations, et donc avoir un contenu.
Donc l'expression que vous utilisiez tout à l'heure, de la naturalisation, par exemple, des représentations ou du contenu des représentations, c'est un programme de recherche qui consiste à essayer, au fond, de comprendre dans des termes qui soient acceptables par les spécialistes qui étudient les mécanismes biologiques, les mécanismes neurophysiologiques qui sont à l'œuvre dans la vie des animaux et dans le fonctionnement, disons, cérébral des êtres ayant un système nerveux, par exemple, donc dans des termes qui soient acceptables à ces chercheurs, comment il se fait que certains états internes peuvent avoir, qui sont des états neurophysiologiques, peuvent avoir un contenu. Comment comprendre, au fond, qu'est-ce qui confère cette caractéristique d'avoir un contenu à certains états internes, certains états cérébraux d'un individu. Et puis il y a un deuxième aspect du problème de la naturalisation des représentations, de la naturalisation de l'esprit, d'essayer de combler donc le fossé entre les choses qui ont l'intentionnalité, comme au sens de Brentano, ce terme intentionnalité est un terme traditionnel de la philosophie autrichienne d'ailleurs, pour désigner justement ce qu'on appelle aussi représentation. Avoir l'intentionnalité, ce sont les représentations qui possèdent l'intentionnalité, qui sont capables de porter sur, d'avoir un contenu sémantique. Et donc le deuxième volet de ce programme de la naturalisation, c'est de se demander dans quelle mesure le fait d'avoir un contenu pour un état cérébral, le fait d'avoir l'intentionnalité peut contribuer à expliquer certains aspects du comportement du système qui possède l'intentionnalité. C'est une chose d'essayer de comprendre d'où vient le contenu, c'est-à-dire d'essayer de raconter une histoire plausible sur les facteurs qui confèrent à certains états d'un organisme, à certains états neurophysiologiques d'un organisme un contenu, c'est de raconter, de comprendre d'où vient le contenu des états cérébraux, des états neurophysiologiques. Ça, en quelque sorte, c'est l'histoire. C'est essayer de raconter l'histoire en amont du fait, si on peut dire, que un système est dans des états possédant un contenu, ayant des propriétés sémantiques aussi, comme disent les philosophes. Et puis en aval, la question est, une fois qu'on a essayé d'aborder la question de savoir d'où vient le contenu des états cérébraux, on se pose la question de savoir quel rôle explicatif peut jouer le fait qu'un état cérébral d'un individu possède ce contenu. Est-ce que le fait que, disons, un esprit soit constitué d'états ayant un contenu ou l'intentionnalité sert à expliquer certaines choses que peut faire le système qui a l'intentionnalité et que ne peut pas faire, par exemple, un système qui serait démuni de l'intentionnalité. Donc c'est la question du rôle explicatif ou du rôle causal que joue le fait d'avoir l'intentionnalité. Et vous voyez que dans ces questions, c'est très important, il est présupposé en quelque sorte que pour être reconnu en bonne et due forme, le contenu d'une représentation ou l'intentionnalité doit pouvoir jouer un rôle causal, doit pouvoir véritablement entrer dans une explication causale de certains aspects du comportement du système qui possède l'intentionnalité. Alors c'est ces deux questions-là qui sont au centre du livre What Minds Can Do en anglais et Pourquoi les choses ont-elles un sens en français, donc paru en 1997. Ce sont des questions qui sont très débattues aujourd'hui dans la philosophie de l'esprit. Il y a des gens qui pensent que ces questions, il ne faut pas se cacher qu'il y a des philosophes très importants, très éminents, des philosophes du langage et des philosophes de l'esprit, qui considèrent que cette impulsion à combler le fossé entre les choses qui possèdent un contenu et les choses qui n'en possèdent pas, l'impulsion naturaliste, qui est une impulsion réductionniste, évidemment, est une impulsion à laquelle il faut résister. C'est-à-dire que c'est une sorte de confusion conceptuelle, confusion des domaines conceptuels, que de chercher à essayer de combler le fossé entre, disons, les choses possédant l'intentionnalité, les choses possédant l'intentionnalité et les choses qui en sont dépourvues, un peu comme beaucoup de philosophes ont cru longtemps que ce serait une confusion que de vouloir identifier, par exemple, les raisons à des causes, ou l'explication par des raisons, rendre intelligible une action et fournir une explication causale du mouvement, que au fond, c'est à l'époque notamment de Wittgenstein par exemple, et puis
beaucoup de philosophes qui ont été influencés par Wittgenstein dans les années 50 et 60 ont fait valoir que c'était une erreur en quelque sorte philosophique cruciale de confondre deux types d'explications. L'une qui consiste à rendre intelligible une action humaine, une action intentionnelle. Pourquoi est-ce qu'un individu a accompli telle ou telle action, et expliquer en ce sens pourquoi un individu a accompli telle ou telle action, c'est comprendre les raisons, c'est se mettre à la place de l'agent, de celui qui a accompli l'action, et c'est donc comprendre les raisons, les croyances, les désirs qu'avait cet individu, et qui au fond fournissent un certain éclairage rationnel sur l'action qu'il a entreprise. Et ce genre d'explication, en dévoilant les raisons, certains philosophes à cette époque ont souligné que ce serait une confusion de confondre ce genre-là d'explication avec une explication purement causale. Une explication causale, pensaient ces philosophes, ne peut qu'expliquer, disons, le déroulement du mouvement qu'accomplit l'individu, mais le mouvement qu'accomplit l'individu doivent être distincts de l'action. D'accord ? C'est-à-dire que exactement les mêmes mouvements, diraient ces philosophes, peuvent être produits pour accomplir des actions très différentes. N'est-ce pas ? Par exemple, je peux accomplir le même mouvement de mon doigt, tantôt peut-être pour presser, allumer un commutateur, tantôt pour faire fuir une mouche. Mais évidemment, l'action de faire fuir la mouche et l'action de allumer la lumière sont deux actions différentes, et disons, l'explication des raisons de l'une et l'explication des raisons de l'autre peuvent être tout à fait différentes, alors que l'explication causale du déplacement du doigt par des mécanismes physiologiques peut être exactement la même. Et donc ils utilisaient cette différence entre expliquer les raisons et expliquer les causes, explication des causales et explication par les raisons, en soulignant donc que ce serait une confusion conceptuelle terrible que de les confondre. Eh bien, beaucoup de philosophes pensent que l'idée même de fournir une sorte de réduction du contenu d'une représentation à des facteurs causaux qui seraient une explication causale du fait qu'un certain état cérébral doit être contenu. Beaucoup de ces philosophes considèrent que c'est une confusion, cette impulsion réductionniste est simplement une confusion conceptuelle, de la même manière qu'ils considèrent que ce que le contenu peut expliquer, c'est l'action, mais ce n'est pas, disons, le mouvement physique. Et donc, quelqu'un qui s'engage un peu comme je l'ai fait dans ce programme de naturalisation doit être conscient et que beaucoup d'auteurs très importants sont très sceptiques sur la plausibilité même de ce programme de recherche. Et des philosophes aussi éminents aujourd'hui que Donald Davidson ou Hilary Putnam ou Saul Kripke ou beaucoup d'autres, disons, sont très sceptiques sur la fécondité de ce programme parce qu'ils pensent que, si vous voulez, elle est aussi... les racines de ce programme sont aussi confuses que, par exemple, pourrait le penser quelqu'un qui considère que essayer de réduire des normes à des faits, ce qui est normatif à ce qui est factif, à ce qui est factuel, par exemple. Est-ce que le philosophe J.E. Moore, qui était un contemporain de Bertrand Russell, appelait the naturalistic fallacy, c'est-à-dire le sophisme du naturalisme. Le sophisme du naturalisme, c'est d'essayer de déduire des normes à partir de faits, alors que, comme le soulignait ou David Hume ou J.E. Moore, on ne peut jamais déduire une norme d'un fait. Donc, beaucoup de gens pensent que c'est une erreur. Alors, moi, j'essaye de répondre à ces objections. Je pense que je suis conscient que la question reste une question extrêmement brûlante et difficile. Je pense que je ne convainc pas ceux qui considèrent que c'est une erreur conceptuelle, mais je pense qu'il y a tout de même un espace conceptuel pour essayer de mener à bien ce projet, même si il est l'objet, disons, d'un certain nombre de controverses. Et puis alors, je dois dire que, alors je fais un peu le mélange entre les problèmes qui m'intéressent et ma biographie intellectuelle. Entre 1987 ou 8 et 1995, j'ai été membre du CREA. Et j'ai été membre du CREA avec
mes amis François Recanati, Dan Sperber, Daniel Handler, Joël Proust et bien d'autres. Et il se trouve qu'en 1995, j'ai quitté le CREA, disons, je n'étais plus membre officiel du CREA, et je suis devenu membre d'une petite équipe très interdisciplinaire à Lyon, à partir de 1995. Petite équipe très interdisciplinaire où j'étais le seul philosophe, où il y avait un linguiste, plusieurs spécialistes de neurosciences, des psychologues cognitifs. Nous étions une bonne douzaine. Nous nous réunissions à la faculté de médecine Claude Bernard à Lyon, dans le domaine Rockefeller. Et nous étions ce qu'on appelait dans le jargon du CNRS de l'époque une équipe postulante, le P100, et elle incluait Marc Jeannereau, qui depuis est donc devenu le directeur de l'Institut des sciences cognitives. Et précisément, le but de cette petite équipe interdisciplinaire était de préparer la création d'un institut des sciences cognitives, parce que le CNRS a décidé en 1993 ou 1914 de créer, la direction du CNRS a décidé de créer un institut de sciences cognitives très interdisciplinaire qui donc devait être construit à Lyon. En tout cas, pas dans le centre de Lyon, mais juste à la périphérie de Lyon, à Bron, dans l'environnement des grands hôpitaux, de l'hôpital neurologique, de l'hôpital psychiatrique. Et pendant 2 ans, donc, j'ai été membre de cette équipe. J'ai même été le responsable de cette équipe postulante, parce que je crois que ça amusait beaucoup Marc Jeannereau, qui est un neurophysiologiste et un neuropsychologue, de mettre un philosophe en charge des affaires pratiques d'une équipe comme ça. Et donc, entre 95 et début 98, tout à fait le début de 98, nous avons eu des réunions très régulières dans lesquelles nous discutions entre nous, chercheurs donc venant de disciplines assez différentes, mais tout à fait liés dans un programme de recherche en sciences cognitives. Nous avions donc des réunions régulières entre nous, et nous avons créé un séminaire de sciences cognitives dans lequel nous faisions parler des spécialistes qui nous paraissaient très importants pour l'avenir de l'Institut des sciences cognitives, qui finalement a vu le jour à partir du début de l'année 1998. Marc Jeannereau en est devenu donc le directeur. Moi, j'ai été membre de cet Institut des sciences cognitives une fois qu'il a été créé entre début 1998 et l'année 2000. Et donc, j'étais le seul philosophe dans cet institut qui regroupait une bonne 50aine de chercheurs dans le domaine des neurosciences cognitives, avec des travaux expérimentaux sur l'animal, en particulier sur le singe, et notamment où il était pratiqué des enregistrements de neurones individuels auxquels je faisais allusion tout à l'heure. C'est-à-dire, on pourra peut-être parler un tout petit peu de la méthode qui est utilisée par les chercheurs en neurosciences pour recueillir la décharge d'un neurone individuel. C'est à peu près comme si vous tendiez un micro dans une foule d'1 million de personnes, disons, et que vous arriviez à entendre la voix d'une personne. Et puis il y a des recherches neuropsychologiques sur l'effet de lésions cérébrales chez les patients humains, et on étudie l'effet sélectif, disons, de ces lésions, en particulier dans le domaine de la vision et dans le domaine de la motricité. Il y a des remarquables recherches menées dans cet institut et dans la région lyonnaise dans ce domaine. Il y a de la psychophysique et il y a des études sur le langage. Et donc pendant les 2 années qui ont succédé à l'ouverture de cet institut, j'ai été membre de cet institut. En avril 1998, j'ai beaucoup participé à l'organisation d'un très grand colloque qui a été le colloque d'ouverture de cet institut en 1998, qui était très intéressant. Et au fond, grâce à ce séjour dans cet environnement scientifique, j'ai noué une collaboration très étroite avec certains chercheurs de cet institut, notamment en neurosciences cognitives, et plus particulièrement avec Marc Jeannereau, qui est donc lui-même un neurophysiologiste et un neuropsychologue, et qui est un des spécialistes de ce que les chercheurs en neurosciences cognitives nomment la transformation visio-motrice. Et la transformation visio-motrice, c'est un système qui est d'ailleurs partagé par l'homme et des primates non humains, comme les singes et
chimpanzés par exemple, mais disons que dans ce domaine, beaucoup des données expérimentales sont rassemblées par des études électrophysiologiques chez le singe macaque. Et donc la transformation visiomotrice, c'est essentiellement l'étude des circuits cérébraux qui permet à l'homme et aux primates de coordonner l'information visuelle sur des objets et les mouvements de la main de préhension des objets, de pince des objets pour les saisir et les manipuler, qui est évidemment un système très important chez le primate et plus particulièrement chez l'homme, étant donné la conformation de la main qui n'est pas réalisée chez d'autres mammifères comme le cheval, la vache, le singe, le chien par exemple, qui ont une patte mais qui n'ont pas une main avec des doigts séparés les uns des autres, et en particulier la séparation entre le pouce et le reste de la main qui permet véritablement de pincer, de saisir des objets, de les manipuler, et les actions de la main dirigée vers les objets sont évidemment une fonction chez l'homme et chez le primate qui est particulièrement importante. Alors on s'est aperçu par des travaux convergents de l'électrophysiologie chez le singe, de l'examen neuropsychologique de patients humains affectés par des lésions sélectives dans le système visuel, et puis par des expériences de psychophysique chez le sujet humain normal, disons, qu'il y a là un système tout à fait automatisé, dont l'étude est extrêmement intéressante. Et donc, en collaboration avec Marc Jeanneraud, nous avons en quelque sorte mené, enfin, nous n'avons pas complètement terminé, mais nous sommes en train de mener un projet de collaboration assez interdisciplinaire, parce que je suis philosophe et lui est un neurophysiologiste, neuropsychologue, sur la vision chez l'homme et en particulier sur la dualité du traitement visuel des objets selon que précisément la tâche est plutôt une tâche motrice et qu'il s'agit d'aller chercher un objet pour le saisir, ou bien au contraire la tâche est plutôt perceptive, si vous voulez. Et donc on s'est aperçu depuis le début des années 80, on sait depuis le début des années 80 qu'il y a dans le système visuel des primates, chez le singe et également chez l'homme, le système visuel en fait se dit que les aires, vous savez, l'information visuelle atteint la rétine, d'accord, et puis donc elle traverse l'œil, enfin elle atteint d'abord enfin elle atteint la rétine et puis elle est ensuite relayée par le nerf optique jusqu'aux aires visuelles primaires qui se trouvent dans la région occipitale qui est derrière la tête, n'est-ce pas? Le cortex visuel primaire, il est derrière la tête. Et à partir des aires visuelles primaires, qu'on appelle aussi les aires V1, le système visuel chez l'homme et chez le primate se divise en deux voies anatomiques. Une voie qu'on appelle la voie ventrale, qui projette les aires visuelles primaires en direction des aires inférotemporales, c'est-à-dire ventralement, et puis les aires, une voie qu'on appelle la voie dorsale, et qui projette les aires visuelles primaires en direction du cortex prémoteur et du cortex moteur, et donc plutôt en direction des aires cérébrales qui gouvernent l'action, et en particulier l'action de la main. Et donc il y a toutes sortes de données convergentes qui sont maintenant disponibles et qui ont été abondamment discutées, qui permettent en quelque sorte de fournir une interprétation qui sera certainement différente dans 20 ans ou fortiori dans 100 ans, mais sur le rôle fonctionnel de ces deux voies. Et une des idées qui est très discutée aujourd'hui par les neuropsychologues, par les physiologistes et par les spécialistes de la psychophysique, c'est l'idée que la voie ventrale, une de ces deux voies, est plutôt destinée à permettre la perception des objets. Et l'idée est que, si vous voulez, le système visuel fournit une certaine représentation perceptive des choses, des objets, et ces représentations perceptives servent avant tout à informer le sujet sur le monde qui l'entoure, à se former une représentation à laquelle il peut ensuite penser, qu'il peut conceptualiser, à laquelle il peut réfléchir. Disons, c'est la partie du système visuel qui sert la pensée conceptuelle. Par contre, la voie dorsale, dont je parlais tout à l'heure, serait plutôt une voie qui sert à agir, qui permet à l'homme d'agir de manière efficace sur les objets. Et ce qui est très intéressant dans ce domaine, c'est de découvrir toutes sortes de dissociations. Un seul et même stimulus, un seul et même objet physique peut être traité selon que la tâche est plutôt une tâche perceptive
selon que la tâche est plutôt une tâche motrice, disons, dans des modalités très différentes. Et pour vous donner un exemple, je vous donnerai 2 exemples de ces genres de dissociations. On trouve d'une part des dissociations chez les patients cérébrolésés. Alors chez les patients qui ont des lésions, on trouve que des lésions dans la voie, vous savez qu'une lésion dans les aires visuelles primaires, c'est-à-dire véritablement avant cette bifurcation entre la voie dorsale et la voie ventrale du système visuel, dans les aires visuelles primaires, donne ce qu'on appelle un phénomène qui a été extraordinairement important, la découverte a été extraordinairement importante pour les sciences cognitives et la philosophie, c'est ce qu'on appelle en anglais la blind sight. La blind sight, on appelle ça quelquefois la vision aveugle en français, ou la cécité résiduelle, ou la vision résiduelle. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que c'est en général, ça arrive dans un seul œil, et dans une partie du champ visuel du sujet, une lésion cérébrale dans les aires visuelles primaires provoque l'effet suivant. Le patient devient, sur le plan phénoménologique, c'est-à-dire lorsqu'il, sur le plan de sa vie subjective, il se sent aveugle. Autrement dit, il n'a pas d'expérience visuelle subjective du monde dans cette partie du champ visuel. Par exemple, disons, on lui présente un stimulus, on lui présente une croix, on lui présente un cercle, disons, et lui dit « je ne vois rien ». Mais la découverte surprenante n'est pas tant la découverte de cette incapacité très handicapante, n'est-ce pas ? C'est plutôt l'existence de capacités résiduelles, comportementales tout à fait surprenantes, c'est-à-dire des capacités visiomotrices. C'est-à-dire que on s'est aperçu que, alors que le patient se sent et se dit aveugle, c'est-à-dire il déclare n'avoir aucune expérience visuelle en présence d'un stimulus, dans des tâches forcées, lorsqu'on l'oblige à choisir entre 2 réponses, on s'aperçoit que ces réponses ne sont pas du tout au hasard, et qu'il y a un traitement visuel de l'information, mais qui est en dessous du seuil de la conscience. Et c'est ça le phénomène de la blind sight. Par exemple, on demande aux patients, par exemple, d'introduire une carte de crédit dans une fente qui a une certaine orientation, disons, qui peut être orientée. Eh bien, d'introduire, par exemple, la carte de crédit comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Et le patient est très efficace dans l'accomplissement de tâches de ce genre, où on lui demande, par exemple, de suivre une cible en mouvement. Et sur un écran. Et il suit tout à fait au-dessus du hasard le déplacement de la tâche en mouvement. Et ce qui est tout à fait évidemment intéressant, c'est que quand on met le patient en présence de sa propre réussite comportementale, il est totalement surpris. Il est totalement étonné, puisque son expérience personnelle, son expérience phénoménologique est celle d'être aveugle, de n'avoir aucune expérience. Et donc, on s'est aperçu dans les années 70 des capacités résiduelles surprenantes de patients ayant une lésion cérébrale dans les aires visuelles primaires, l'RV1. Alors, on s'est aperçu, enfin on savait, et on a étudié en profondeur dans les années 90, l'effet de lésions qui arrivent dans le traitement de l'information après V1, donc dont l'effet est moins radicalement handicapant que la blind sight, mais donc dans la voie ventrale, dans la projection entre les aires visuelles primaires et le cortex inférotemporal. On s'est aperçu qu'il y a là, de telles lésions provoquent ce qu'on appelle des agnosies visuelles, en particulier des agnosies visuelles de la forme, c'est-à-dire une incapacité à reconnaître, à identifier la forme des objets. D'accord ? Et en particulier, il y a une patiente qui a été étudiée très très en profondeur par des neuropsychologues, qui a été à la suite d'un empoisonnement au monoxyde de carbone dans sa salle de bain. Elle est devenue agnosique visuelle de la forme. Ça veut dire qu'elle ne reconnaît plus la forme d'un objet. Vous lui présentez un objet de toute forme, de différentes formes géométriques, un cylindre, un triangle, un cercle, un verre, une tasse, un stylo, etc. Elle ne peut plus reconnaître l'objet. Donc elle a véritablement, agnosie veut dire incapacité à percevoir, à connaître par la voix, par la vision. Le terme agnosie, d'ailleurs, je crois, a été employé par Freud pour la première fois quand il s'intéressait à la neurologie. Bien. Mais on s'est aperçu que cette patiente agnosique visuelle a des capacités visiomotrices tout à fait sidérantes, c'est-à-dire que, alors qu'elle ne peut pas reconnaître, percevoir, exactement, elle est capable de saisir avec une très grande précision des objets dont elle ne perçoit pas la forme consciemment. Donc il y a un système chez elle
visio-moteur de certains attributs visuels des objets comme la taille, l'orientation, la forme des objets, mais ces attributs visuels qui sont disponibles, qui sont accessibles au traitement visio-moteur, au traitement moteur si vous voulez, ne sont pas accessibles au traitement perceptif qui rend la patiente consciente visuellement des choses, visuellement des objets. Donc elle a une inconscience perceptive, elle est incapable de dire si cet objet a une forme triangulaire, une forme cylindrique, si c'est une tasse, si c'est un téléphone, etc. Mais si vous lui demandez de saisir l'objet, elle le saisit avec une grande, grande efficacité. Et puis, on s'est aperçu, à la même époque, qu'il y a une dissociation entre l'agnosie visuelle qui est produite par une lésion de la voie ventrale et une autre incapacité neuropsychologique qu'on appelle ataxie optique. Ataxie optique, c'est-à-dire incapacité d'aller saisir l'objet, ataxie, de prendre, saisir l'objet, ataxie optique, qui concerne à la fois, vous savez, quand saisir un objet, si vous prenez un objet comme ça, n'est-ce pas, ça se décompose, enfin conceptuellement et empiriquement, en deux. Il faut d'une part aller porter la main au voisinage de l'objet, il faut donc calculer où est l'objet dans l'espace, n'est-ce pas? Il faut savoir, disons, représenter la position de l'objet, en particulier par rapport à l'axe du corps. Autrement, il n'est pas question de le saisir. Puis ensuite, il faut pouvoir resserrer le doigt de manière adaptée à la taille de l'objet. Mais les deux opérations sont relativement différentes. L'opération qui consiste à transporter la main et l'opération qui consiste à pincer les doigts sont complémentaires pour saisir l'objet, mais ce sont deux opérations, disons, complémentaires qu'on peut distinguer. Alors, dans l'ataxie optique, on peut avoir les deux opérations, c'est-à-dire le transport de la main au voisinage de l'objet, ou la pince de l'objet entre les doigts, ou les deux sont affectés, ou l'une est affectée par l'autre, ça peut dépendre, etc. Mais cette ataxie optique est en général, est toujours même, provoquée par une lésion de la voie dorsale, pas par une lésion de la voie ventrale. Et par contre, ces patients ataxiques optiques n'ont pas de problème pour reconnaître les objets. C'est-à-dire, vous leur présentez la forme, vous représentez des objets, ils perçoivent, ils discriminent, ils reconnaissent parfaitement la forme des objets, triangulaires, etc. Ils n'ont aucune difficulté perceptive. Ils ont une difficulté motrice, une difficulté visiomotrice. Ils n'ont pas une difficulté motrice générale, ils ont une difficulté visiomotrice. C'est pas qu'ils n'ont pas un problème pour aller se gratter la tête, par exemple, lorsque ça les gratte. Ils ont un problème pour coordonner la vision et la motricité. Mais ils n'ont pas de problème perceptif. Donc vous avez une double dissociation, si vous voulez, comme le recherchent les neuropsychologues, parce que, c'est-à-dire entre, d'une part, une lésion dans une voie ventrale et une lésion dans une voie dorsale. L'une provoque un handicap perceptif, mais pas un handicap visiomoteur. L'autre provoque un handicap visiomoteur, mais pas un handicap perceptif. Et donc, comme vous avez une lésion dans deux voies différentes, ça vous donne véritablement un argument expérimental très important pour dire que probablement une fonction d'une voie, c'est plutôt de permettre la perception, et la fonction de l'autre voie, c'est plutôt de permettre l'action dirigée sur les objets. Alors, ce genre de données-là neuropsychologiques, ces données-là sont confirmées de manière sidérante par des données psychophysiques chez le sujet normal, où vous pouvez en quelque sorte trouver des cas expérimentaux remarquables, où vous avez, disons, des cas en quelque sorte de ces dissociations sans lésion. Et je vais vous donner des exemples. C'est-à-dire vous montrer que dans la vie normale d'un sujet normal, vous pouvez dissocier, dans certaines conditions, la fonction perceptive. Alors, en général, chez le sujet normal, ces deux fonctions, perceptive et visiomoteur, marchent ensemble et collaborent et ne sont pas divisées. Mais vous pouvez expérimentalement, par des moyens expérimentaux très intéressants, créer ces dissociations. Alors je vais vous dire deux exemples de ces dissociations chez le sujet normal, parce que ça c'est vraiment intéressant de montrer que ce qu'on trouve chez un patient avec une lésion, donc quand disons, l'information ne marche plus, c'est un cas pathologique, mais que vous pouvez trouver la même dissociation expérimentale chez le sujet normal, c'est très intéressant. Alors par exemple, premier cas, on s'est aperçu dans les années 85-86, tout ça c'est un peu les mêmes chercheurs en neurosciences cognitives, que quand vous demandez à un sujet, par exemple, non pas de saisir un objet, mais de pointer du doigt en direction d'une cible, d'accord? Donc vous faites apparaître une cible sur un écran, n'est-ce pas? Et vous demandez au sujet de, très vite, d'aller pointer son doigt en direction de la cible. Si vous vous débrouillez, par exemple, pour que vous faites apparaître une cible sur l'écran, et puis très vite, au moment où la main se dirige vers la cible pour indiquer
pour pointer du doigt en direction de la cible, vous déplacez la cible à gauche ou à droite, ou en haut ou en bas. D'accord ? Et vous observez les capacités du sujet de corriger très vite la trajectoire de sa main, alors qu'il est parti, le mouvement balistique du doigt est parti dans une direction en vertu de la présentation de la cible, puis la cible se déplaçant, le sujet va corriger online, pendant son action, il va corriger son doigt. Maintenant, si vous faites coïncider le déplacement de la cible, donc la deuxième partie, donc le moment où la cible se déplace, si vous faites coïncider ce déplacement de la cible avec une saccade oculaire du sujet, si vous êtes capable de contrôler les saccades oculaires du sujet, si vous êtes capable de savoir exactement quand le sujet fait une saccade oculaire. Une saccade oculaire, c'est simplement quand la direction du regard change brutalement d'un point vers un autre point. Ces mouvements, ces saccades oculaires, ces mouvements de l'œil, ces déplacements de l'œil sont des déplacements balistiques. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Lorsque vous lancez une saccade oculaire automatique, qui est quelque chose qui n'est pas conscient, hein, vous ne pouvez pas faire revenir vous pouvez pas faire revenir le regard en arrière. Donc les saccades sont balistiques. Alors, si vous faites coïncider le mouvement de la cible avec une saccade oculaire, le résultat, c'est que le sujet, j'allais dire le patient, mais ce n'est pas un patient, c'est un sujet normal, est inconscient du mouvement de la cible. Parce que c'est ce qu'on appelle le phénomène de la suppression saccadique. C'est-à-dire que pendant la saccade oculaire, disons, le mouvement de l'œil ne vous rend pas conscient de toutes les propriétés du stimulus, et en particulier, il ne vous rend pas conscient du déplacement de la cible si la cible se déplace pendant la saccade. Mais si vous demandez au sujet d'aller pointer son doigt, il y va. Autrement dit, le sujet n'a pas conscience que la cible a bougé, il n'a pas perçu consciemment le mouvement de la cible en raison de la coïncidence entre le mouvement de la cible et la saccade oculaire, mais il a traité visuellement le déplacement de la cible, en tout cas son système visuel a traité visuellement le déplacement de la cible pour les besoins de l'action de la main. Donc vous avez une dissociation chez un sujet normal qui n'a aucune lésion par une condition expérimentale particulière, c'est-à-dire la coïncidence entre le déplacement de la cible et la saccade oculaire crée exactement la situation de l'agnosie ou de la blind side chez un sujet normal qui, sans être perceptivement conscient du mouvement, et néanmoins traite l'information du mouvement pour permettre à la main de s'y rendre, alors que au fond, si vous dites au sujet, mais pourquoi est-ce que votre main est allée à tel endroit, il vous dira, je ne sais pas. Vous comprenez, il dira, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas conscient, perceptivement, visuellement conscient que la cible s'est déplacée. Alors ça, c'est un premier cas d'une dissociation entre la perception visuelle et l'action visuellement guidée, le système visuomoteur, chez un sujet parfaitement normal comme vous et moi, qui n'a pas de lésion. Alors, autre cas, il faudrait que je fasse un petit dessin, mais je vais peut-être me passer du petit dessin. Vous connaissez cette illusion visuelle qu'on appelle l'illusion de Titchener. Et cette illusion visuelle qu'on appelle l'illusion de Titchener, c'est l'illusion qui consiste simplement à représenter deux cercles de même diamètre, d'accord, et dont l'un est entouré de cercles plus petits que lui, et l'autre est entouré de cercles plus grands que lui. D'accord ? C'est pas très bien, hein, mais voilà. Et alors, normalement, quand vous faites très bien, et donc ce diamètre-là est égal à ce diamètre-là, d'accord ? Quand vous présentez à un sujet normal cette situation où vous avez deux cercles égaux, mais l'un entouré de cercles plus petits que lui et l'autre entouré de cercles plus grands que lui, celui-ci paraît plus grand que celui-là en raison justement de la comparaison systématique entre le diamètre de ce cercle et le diamètre des cercles environnants. La petitesse des cercles environnants fait apparaître ce cercle plus grand que, au contraire, la comparaison entre ce diamètre et celui-ci qui fait apparaître celui-ci plus petit que celui-ci. D'accord ? Bien. Alors, ce qu'ont fait des psychologues qui est très intéressant, c'est de présenter à des sujets normaux ce genre de situation, hein, des cercles de Titchener, où ils ont remplacé les cercles bidimensionnels centraux par des disques tridimensionnels qu'on peut saisir, des objets tridimensionnels qu'on peut saisir entre ses doigts. Et ils ont mesuré avec précision l'écart entre le pouce et l'index. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Ils ont découvert tout simplement que l'effet de l'illusion sur le jugement perceptif, sur la perception proprement dite, lorsqu'il n'y a pas d'action, est beaucoup plus important que l'effet de l'illusion sur l'action. Que le système visio-moteur, le système de l'action, est beaucoup moins sensible, beaucoup moins sujet à
l'illusion que la simple perception. Alors vous avez donc chez un sujet normal, si vous voulez, une possibilité aussi de dissocier le système perceptif visuel du système visiomoteur, du système qui sert à guider l'action. Et donc voilà, ça ce sont des données quand même très intéressantes. Alors j'en reviens un peu à ma biographie. Donc une fois que vous avez en main quelque chose, un ensemble de données de ce genre, et que vous vous demandez au fond qu'est-ce que c'est que voir, au fond, qu'est-ce que c'est que voir, et quel est le sens du mot français, du verbe français voir, quel concept ce verbe français voir, ou du verbe dans d'autres langues exprime, eh bien vous vous apercevez au fond que le sens commun et la philosophie de la perception en quelque sorte, ont présupposé que, au fond, la vision avait pour fonction fondamentale de percevoir, la perception. Et à partir du moment où vous avez ces dissociations extrêmement importantes, extrêmement intéressantes, venues, disons, de la neuropsychologie, mais venues aussi de la psychophysique, etc., entre percevoir et agir visuellement, vous vous apercevez qu'au fond, c'est peut-être une erreur de croire que le sens du mot voir est purement et simplement identique au mot percevoir, disons que la fonction de la vision est purement et simplement de nous rendre perceptivement, perceptuellement ou perceptivement conscients du monde, et qu'il y a des fonctions motrices et visiomotrices très importantes de la vision, et que par conséquent la perception n'épuise pas l'ensemble de la vision, et que au fond, le verbe voir ne veut pas forcément dire percevoir, qu'au fond, que ce soit le patient blind sight, il a, en fait, si vous voulez, un traitement visuel de l'information, il voit, il traite visuellement certains aspects de l'environnement, même s'il n'est pas visuellement conscient, même si ce traitement visuel ne le rend pas visuellement conscient, et que, au fond, il paraît, lorsqu'on est confronté à l'ensemble de ces données, et aussi bien de ces données neuropsychologiques venant de l'examen de patients que, disons, de ces expériences de psychophysique chez le sujet normal, on s'aperçoit que probablement percevoir, ça veut dire en grande partie être conscient et avoir des informations visuelles dont on se sert ensuite pour la réflexion, la conceptualisation, peut-être même la démarche scientifique, mais qui a tout un aspect de la vision qui n'a rien à voir avec la conscience visuelle, qui n'a rien à voir avec la perception consciente, qui n'a rien à voir avec la conceptualisation, et qui nous sert tout simplement, avant tout, à agir sur les objets. Et que, vraisemblablement, sur le plan d'une réflexion phylogénétique, sur le plan, disons, d'une étude évolutive, disons, de la vision, il est vraisemblable que beaucoup d'espèces non humaines ont un système de visiomoteur très efficace, c'est-à-dire un système visuel qui leur permet d'agir d'une manière très efficace sur les objets, et que le système perceptif chez l'homme est un développement sur le plan de l'évolution beaucoup plus récent. Le système, disons, auquel nous sommes, nous les philosophes, a priori, nous sommes plus enclins à reconnaître et auquel les philosophes ont accordé le plus d'attention, la perception visuelle, c'est un phénomène qui, sur le plan du cerveau et sur le plan de l'évolution, est relativement récent, qui occupe une partie du cerveau, mais qui a toute une partie du système visuel et du cerveau visuel qui est consacré à l'action, et l'efficacité de l'action est souvent complètement dissociée de la conscience visuelle. Enfin, au sens très simple, où par exemple, quand vous peignez, quand vous dessinez, n'est-ce pas, et que votre attention visuelle se porte entièrement sur le modèle que vous copiez, tantôt sur le modèle, tantôt sur la fleur que vous êtes en train de reproduire sur la feuille de papier, et tantôt sur le papier sur lequel vous reproduisez la fleur, n'est-ce pas? Eh bien, vous prenez votre stylo, d'accord, ou vous prenez votre crayon. Et pour prendre votre crayon, réfléchissez à l'extraordinaire habileté, à la précision des points où va s'appliquer le pouce, l'index, le majeur, pour que le stylo soit en équilibre, et vous ne vous y reprenez pas à 1000 fois pour saisir votre stylo. Mais vous n'êtes pas conscient des points sur lesquels vos doigts vont atterrir sur le stylo ou sur le pinceau, lorsque votre attention visuelle est tout entière tantôt dirigée vers la fleur que vous reproduisez, tantôt sur la feuille sur laquelle vous êtes en train de reproduire la feuille sur laquelle vous êtes en train de reproduire la fleur. Et néanmoins, le système visuel a traité évidemment l'objet que vous avez utilisé entre vos doigts, mais disons, je dirais que vous n'êtes pas conscient visuellement, vous n'avez pas véritablement perçu 3 points
sur l'objet que vous avez saisi et où vous avez consciemment décidé d'appliquer vos doigts. Si vous voulez, l'importance de ce système visio-moteur chez le sujet parfaitement normal, si vous voulez, je pense est très bien illustrée dans l'importance qu'il y a à saisir efficacement un objet comme un crayon, comme un pinceau, comme un stylo pour écrire ou pour copier, alors que votre conscience visuelle est tout entière absorbée par autre chose. Et je pense que ça, c'est... donc je pense que réfléchir à ce phénomène, ça nous amène vraiment à revoir beaucoup d'idées que nous avons sur ce qu'est, au fond, ce que veut dire voir, le sens du verbe voir. C'est pour ça que j'aime bien dire qu'il s'agit au fond de réévaluer le sens du verbe voir à la lumière de données assez récentes dans le domaine des neurosciences cognitives, de la vision et de la motricité, de la transformation visiomotrice, qui viennent qui viennent aussi bien de travaux électrophysiologiques sur l'animal que de travaux neuropsychologiques sur des patients humains cérébrolésés et d'études psychophysiques de sujets parfaitement normaux où le talent de l'expérimentation est de trouver ces dissociations. Voilà, donc maintenant, je suis en train d'essayer d'achever cet ouvrage avec Marc Jeanneraud. Et donc, au fond, le parcours, donc je considère que je me suis un peu initié à la philosophie analytique par la philosophie des sciences. Je continue à m'intéresser à la philosophie des sciences, mais j'y contribue beaucoup moins activement aujourd'hui. C'est un domaine très, très technique qui se développe beaucoup. Je continue à faire de la philosophie de l'esprit, à m'intéresser à la nature des représentations, à la nature du contenu mental, à me poser des questions, disons, ontologiques sur ce que sont les représentations et d'où vient le contenu des représentations, comment est-ce qu'un moniste physicaliste peut éventuellement comprendre l'origine du contenu et aussi son efficacité causale, son rôle causal. Et puis, je dois dire que je me suis enfoncé dans des questions empiriques, de plus en plus empiriques, au premier plan desquelles ces questions qui touchent la vision, mais je dois dire que dans le cadre de l'Institut Jean-Nicot, je m'intéresse énormément aussi à des questions qui touchent le développement du bébé, la psychologie du développement. Par exemple, Dan Sperber, avec qui vous avez discuté, pense que c'est, et je crois qu'il a raison, que au fond, une bonne approche anthropologique de la culture veut qu'on s'appuie véritablement sur une connaissance détaillée de ce que la psychologie du développement du bébé humain nous révèle sur les capacités cognitives, sur les contraintes, disons, qui viennent, disons, de l'équipement cognitif de l'être humain et qu'on peut essayer d'entreapercevoir en étudiant le développement, enfin, les capacités extrêmement primitives du bébé humain dans beaucoup de domaines. Donc ça m'intéresse énormément. D'ailleurs, j'ai un projet de recherche collaboratif avec Emmanuel Dupoux, qui est un psychologue qui dirige le laboratoire, le LSCP, Laboratoire de sciences cognitives et de psychologie. Donc nous avons un projet, c'est intéressant parce que je ne sais pas si Dan n'en a pas parlé, mais nous étions ensemble dans un workshop aux États-Unis il y a 10 jours, où nous avons essayé, alors nous avons ce projet avec Emmanuel Dupoux, nous avons une étudiante doctorante qui est d'origine philosophe comme moi, mais qui fait vraiment de la psycho-expérimentale sur le bébé. Et notre projet, c'est d'essayer de voir comment on peut aborder ce que nous appelons l'étude de la cognition morale naïve. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aborder par des moyens expérimentaux, disons, le fait que l'homme, l'être humain, irrésistiblement évalue les actions des congénères lorsque ces actions sont dirigées vers des autres congénères, que certaines actions sont des actions convenables, des bonnes actions, et d'autres sont des actions mauvaises que nous réprouvons. Alors, comment est-ce qu'on peut commencer à essayer de comprendre cette espèce d'irrésistible jugement que nous portons, des évaluations irrésistiblement que nous portons sur les actions des uns des autres, lorsque ces actions ne sont pas des actions dirigées simplement vers des objets. C'est évident que nous ne portons pas forcément, lorsque quelqu'un donne un coup de pied dans un ballon, nous ne portons pas un jugement moral, nous pouvons peut-être porter un jugement esthétique sur le coup de pied éventuellement. Par contre, lorsque, disons, imaginons qu'un adulte donne un coup de pied sur un petit enfant, à défaut d'avoir beaucoup d'autres informations, nous avons une révulsion, nous avons une aversion, nous portons un jugement automatique, c'est irrépressible. C'est pas évident que d'autres animaux sont enclins à faire ces évaluations, mais c'est pas évident que d'autres animaux ne sont pas enclins, en tout cas dans certaines espèces de singes, ça n'est pas évident qu'il n'y a pas quelque chose comme aussi
des réactions émotionnelles qui ressemblent à des réactions émotionnelles soulevées par la perception de certaines actions dirigées vers des congénères. Donc nous, avec Dupoux, et cet étudiant qui s'appelle Vanessa Nurot, nous avons cette ambition d'essayer de voir comment on peut aborder chez le bébé, petit bébé, des réponses très précoces, disons, qui font des discriminations entre des actions humaines, tantôt dirigées vers des congénères, tantôt vers des artefacts, parce que le bébé est sensible à ces différences. Et puis, tantôt ces actions peuvent être dommageables aux patients, tantôt au contraire elles peuvent être favorables, elles peuvent promouvoir, disons, le patient, et nous essayons de voir dans quelle mesure on trouve chez le bébé, très tôt ou pas, des signes de discrimination entre des actions favorables, des actions défavorables, des actions qui sont dirigées vers des artefacts, des actions qui sont dirigées vers des patients humains, etc., etc. Et nous avions donc une réunion avec plein de psychologues du développement qui étudient d'autres aspects du développement cognitif du bébé dans des domaines comme la compréhension des intentions, pas morales, mais qui sont très importantes. L'intentionnalité de l'action, c'est certainement un aspect fondamental, parce que quand vous faites exprès ou pas exprès de accomplir une action dommageable à un patient, c'est pas la même chose, etc. Et nous avons des raisons de penser que le bébé est sensible à la différence entre une action dirigée intentionnellement ou une action faite par accident, en quelque sorte. Avec des spécialistes du développement, donc des spécialistes de la cognition animale et des philosophes qui s'intéressent à la morale, enfin qui essaient de comprendre. Parce que, évidemment, il faut essayer de savoir à quoi ressemble la compétence morale adulte, mais ça, je trouve que c'est tellement compliqué que... Mais enfin bon, on essaye donc... et donc à Jean Nicot aussi, ces questions de... Je parlais donc d'interdisciplinarité, au fond, de collaboration entre des philosophes qui sont avant tout des gens qui examinent des arguments, se demandent si telle conclusion suit bien, etc., et des gens qui font vraiment des expériences. C'est quand même une dimension très importante pour nous à Jean Nicot, que dans les uns et les autres, alors les uns sont plus, disons, en discussion avec des linguistes, ou des gens qui étudient le langage, disons, d'autres, avec d'autres aspects de la cognition humaine, la perception, l'action, la préparation de l'action. Et nous avons dans notre équipe, outre les deux personnes que vous avez déjà vues, nous avons d'autres, comme par exemple Elisabeth Pachery, dont j'ai parlé, qui étudie beaucoup justement les représentations qui sont très importantes dans l'action, dans la préparation de l'action, dans l'exécution de l'action, le rôle des intentions par rapport à l'action. Et puis nous avons des gens comme Roberto Casati, par exemple, qui s'intéressent beaucoup à la perception visuelle, la perception des ondes, la perception des trous, etc., etc.